réseau de périnatalité de Normandie et Normantibio, qui est le CRATB Normandie, donc le Centre régional en antibiothérapie. Je suis le docteur Fio et je suis infectiologue au CHU de Rouen et je suis référente du CRATB Normandie. Et donc, on a conçu cette première formation webinaire en abordant plusieurs sujets, en particulier le bon usage des anti-infectieux. Et puis, on a fait une thématique peut-être un peu plus pragmatique quand même, qui est les infections urinaires chez la femme, avec un focus sur la femme enceinte. Je vais partager mon écran. Hop. Tac. Et je vais me mettre en plein écran surtout. Est-ce que vous voyez bien mon plein écran? Oui. 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 C'est bon? Eh Bien. bien, Tout- on va commencer. Tout au long de la présentation, vous pourrez poser vos questions dans le chat que je transmettrai à Élise ou à l'oral. Ça me permet d'être fluide pour les questions et n'hésitez vraiment pas à envoyer vos questions. Et juste une précision, le webinaire est enregistré. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir, ça va permettre aux personnes qui ne pourraient pas assister aujourd'hui de le revoir secondairement. Mais donc c'était pour vous prévenir, de principe. Donc le plan, je vais faire un petit rappel sur l'organisation régionale. Je pense que c'est pas toujours bien, connu, au niveau des structures régionales. Le contexte actuel, sur la consommation et la résistance aux antibiotiques, le bon usage des anti-infectieux et bien sûr les infections urinaires chez la femme. Donc depuis 2022, il y a une organisation régionale qui est un petit peu différente d'auparavant. Donc il y a 2 structures régionales, vous avez ici en haut le niveau régional, qui sont, toutes les 2 financées, par l'ARS. D'un côté, le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins, donc le CEPIAS, avec France Bourget qui est ici présente, qui promeut la prévention et le contrôle des infections. Et d'un autre côté, juste à côté, Normantibio, qui est donc le centre régional en antibiothérapie, qui doit promouvoir le bon usage des anti-infectieux. Les deux travaillent en synergie et en fait, l'étage un petit peu en dessous, l'étage plus local, est porté par les EMA, équipe multidisciplinaire en antibiothérapie et les infectiologues sans la structuration multidisciplinaire, mais il y a quand même les infectiologues qui sont quand même assez bien implantés sur l'ensemble de la Normandie et adossés aux équipes opérationnelles d'hygiène ou aux équipes mobiles d'hygiène. Et puis un petit peu entre guillemets en dessous, donc encore plus peut-être précis dans des plus petits établissements, c'est des référents antibiotiques ou des correspondants pardon, en antibiothérapie. Les missions du CRATB, donc en fait, avant, Normantibio existait avant 2022, hein, et c'était d'ailleurs un CRCA, un centre régional de conseil en antibiothérapie. Et en fait, la mutation vers un CRATB a fait que le conseil en infectiologie, le conseil en antibiothérapie, n'est plus porté, excuse-moi pour la coquille, par le CRATB depuis décembre 2022, mais porté par les EMA et les infectiologues de la région. Les missions du CRATB, c'est plutôt des actions dans les 3 secteurs de la santé humaine. Donc, c'est la ville, les soins primaires, dont établissements médico-sociaux et établissements de santé privés et publics. La coordination et l'animation de réseaux de professionnels de santé en charge du bon usage. Donc, animer le réseau des EMA et des infectiologues et des référents antibiotiques, mais également collaborer avec des professionnels de santé comme aujourd'hui, donc médecins généralistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmières, etc. Diffusion de référentiels, de recommandations, d'outils de communication et puis également apporter une expertise et un appui aux professionnels de santé avec une assistance technique et organisationnelle, une surveillance de la résistance et de la consommation aux antibiotiques et puis également promouvoir le bon usage des anti-infectieux en réalisant des actions comme évaluation des pratiques professionnelles ou encore des audits avec retour d'expérience. Une petite photo, je sais que tous mes collègues adorent être en photo. Donc en fait, de gauche à droite, et au fond, le docteur Pascal Thibon, le docteur Marianne Delestre, qui est médecin généraliste avec le docteur Massic ici présent, le docteur Emmanuel Pied-Noir, moi-même au centre et nos 2 secrétaires, Jonathan Lebeltel et Cécile Lemoine. Cécile vient d'arriver et donc on n'a pas de photo commune, mais ça ne saurait tarder qu'on en refasse une, rapidement. Donc en fait, on est répartis sur toute la région Normandie, entre Caen, Rouen et même Avranches-Granville pour, Marianne Delestre et Emmanuel Pied-Noir. Donc on a vraiment une répartition, assez large au niveau de la région. Ça, c'est un conseil dès maintenant, pour les conseils en antibiothérapie, les conseils en infectiologie. Pour chaque GHT, vous avez ici la carte qui est interactive que vous pouvez trouver ici à la comment dire, à l'adresse, site internet. Pour chaque GHT, vous avez, directement un infectiologue senior qui va vous répondre et juste après, je vous montre, vous avez ici les numéros de téléphone ainsi que, quelques services qui sont déjà, avec Omidoc pour la télexpertise. Il y a juste une modification pour le GHT Centre-Manche. Le docteur Nicole n'exerce plus
à Saint-Lô. Et donc, en fait, il y a une suppléance des avis infectieux par la télexpertise, par les EMA du Cotentin et du Mont-Saint-Michel, ainsi que par le CHU de Caen. Et donc tout ça, c'est sur le site de Normandie Bio. Vous retrouvez très facilement les liens vers les équipes d'infectiologie pour avoir un avis infectieux. Et bien sûr, tous les professionnels de santé peuvent appeler mes collègues infectiologues. Pour Omnidoc, la petite parenthèse, c'est il sera rendu accessible évidemment autour des GHT, Oui. indépendamment du fait d'être ou non dans les CPTS. Vous n'aurez pas besoin forcément d'être inclus dans un réseau de base pour, en tant que professionnel de santé médicaux, vous pouvez vous-même être requis et être requérant auprès des infectieux. Ça va de même pour le conseil téléphonique. Bien sûr qu'on on répond à tous les professionnels de santé, quelle que soit leur formation entre guillemets. Alors le contexte actuel, en Europe, la France, on n'est pas très bien placé au niveau de la consommation puisqu'on est le 5e pays plus gros prescripteur en Europe et c'est des données qui sont assez récentes puisque c'est 2024, même si là la consommation, vous avez vu, c'est plutôt, jusqu'à 2022. Néanmoins, on est quand même parmi les, entre guillemets «mauvais élèves», en Europe, en France entière. Ça, c'est des chiffres européens, un peu ils sont, fond rouge, hein. Vous avez vu fond rouge, blanc, c'est vraiment dans la thématique, mais c'est vrai que c'est important de se rendre compte qu'un tiers des patients hospitalisés en Europe reçoivent des antibiotiques, que 30 à 50 des prescriptions d'antibiotiques pourraient être optimisées, probablement, la durée limitée, les doses moins importantes ou en tout cas un spectre antibiotique, plus, étroit. 25 000 décès sont estimés par année liés à l'antibiorésistance en Europe et le coût également économique puisque ça représente environ 1,5 milliard d'euros par an liés à l'antibiorésistance. Quand on s'approche un peu plus localement, ça c'est des données qui sont issues grâce au travail de Pascal Thivon et de Lame Essidor en fait en Normandie avec des données nationales. La Normandie, eh ben, malheureusement, on est numéro un de la consommation antibiotique en établissement de santé. Donc on est vraiment, 1er, vous voyez qu'on est tout en haut du diagramme avec des comparaisons et vous voyez quand on compare avec la Bretagne qui est quand même juste à côté de nous, on est, vraiment 1 fois et demie au-dessus avec une progression, assez importante ces dernières années, même s'il y a eu une baisse, pendant la Covid-19 en ville, pas vraiment établissement de santé. Et puis d'un autre côté, on a une progression de l'antibiorésistance. Longtemps, la Normandie a été un peu, entre guillemets «protégée» ou en tout cas, très peu, enfin très épargnée pardon, par l'antibiorésistance et puis tout compte fait, ça arrive, en particulier au CHU de Rouen, je parle de localement, mais néanmoins, la résistance aux antibiotiques progresse, en particulier, Klebsiella pneumoniae, producteur de BLSE qui est en progression. Ici à droite, juste pour vous donner un peu ce que ça veut dire d'avoir une bactérie multirésistante, ça c'est un antibiogramme d'un Escherichia coli d'un patient qui a été pris en charge au CHU et vous voyez que tout est tout à fait résistant. Vous avez que quelques molécules et simplement les molécules, actives sur les infections urinaires qui sont encore efficaces. C'est tout petit, on voit pas. Ah c'est vrai? Bah, tout est R, sauf les molécules pour les infections urinaires, basses. Donc c'est pas très rassurant si vous avez une septicémie par exemple. Et pour ça, on peut faire quelque chose quand même, on peut t'appeler. On n'a pas besoin On peut d'être m'appeler un cierge. oui bien sûr non, pas encore. Rapidement, on s'est intéressé à l'augmentin puisqu'on était donc on est très gros consommateurs en France et en fait, on est au-dessus à chaque fois de la moyenne. Vous voyez bien ici en 2022 en, bleu pour la France à 69, donc c'est un ordre de grandeur, hein, c'est, dose, définie journalière pour 1 000 journées d'hospitalisation. Globalement, c'est la même unité pour tous les chiffres et la Normandie, vous avez vu, est très au-dessus. Je précise, hein, c'est des données qui sont en milieu hospitalier, privé et public et puis ça tend à diminuer, mais on reste quand même très élevé et le top 3 des molécules prescrites en milieu, hospitalier en Normandie, c'est l'Augmentin en 1, en 2 l'amoxicilline et en 3 la C3G les C3G, donc ceftriaxone et donc on a quand même un «problème» entre guillemets avec l'Augmentin en Normandie. On a donc fait un peu un travail, sur l'Augmentin en Normandie et 515 prescriptions ont été analysées en 2023 et on se retrouve avec des infections, bronchopulmonaires en 1, une autre indication qui sont les infections cutano-muqueuses et infections digestives. Et puis on a retrouvé en 4e position les prophylaxies post-opératoires qui sont en fait prolongées, qui sont des fausses prophylaxies, mais plutôt curatives et qui n'ont peut-être pas lieu d'être. C'est également intéressant de s'attacher à la pertinence de l'augmentin, c'est-à-dire est-ce que l'antibiotique était indiqué? Est-ce que ce choix était pertinent? La dose, la durée ainsi que la réévaluation. Et donc en fait, on a pu, identifier que 10 des antibiothérapies par augmentin n'étaient pas indiquées. Le patient aurait pu ne pas recevoir d'antibiotiques. 14 n'étaient pas, de cas, l'augmentin n'était pas indiqué. Donc on avait, quand même à peu près 25 d'épargne potentielle d'augmentin.
Et à chaque fois, on avait des durées d'antibiothérapie trop longues, en moyenne 1 jour en trop par prescription. Alors on va se dire 1 jour en trop, c'est pas tant que ça, mais en fait sur l'ensemble de la France, il y avait une étude qui avait été faite, qui est un petit peu vieille maintenant, mais le chiffre est assez parlant. Si on réduit d'1 jour, la durée d'Augmentin, de tous les traitements par Augmentin en France, on réduit de 8 la consommation annuelle d'Augmentin. C'est assez important, donc c'est vrai que chaque prescription compte et chaque jour de trop va compter, dans la balance. Ça représente un semi-remorque d'Augmentin quasiment, hein. Les antibiotiques en ville, donc en soins primaires, c'est intéressant aussi. On avait, donc ici, vous avez à gauche les données nationales, hein, c'est pas des données, normandes. Vous avez ici 2013, donc avec une forte consommation et puis bien sûr une baisse très forte en 2020 du fait de la Covid-19 et donc de l'absence, de consultation facile, chez le médecin généraliste et puis une remontée, néanmoins une stabilisation de la consommation entre 2022 et 2023, mais on reste toujours, très élevé en France en Europe, pardon, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, ça dépend des classes d'âge. Et c'est vrai que chez les enfants, les 0-4 ans, il y a quand même une progression, en particulier saisonnale. Et c'est vraiment lié aux infections respiratoires saisonnières, puisque vous avez ici entre, on va dire, septembre jusqu'à décembre, une très forte consommation des antibiotiques chez les petits-enfants, mais également chez les sujets âgés. Donc, en fait, quand on regarde aussi les répartitions des antibiotiques, 86% des antibiotiques consommés en France sont délivrés en ville. Ils ne sont pas forcément prescrits en ville, mais ils sont délivrés en ville. Donc le Je peux constat revenir sur actuel en l'Augmentin en arrière, oui, Élise? oui, Comme le travail sur l'hôpital a été mené très scientifiquement et mmh, avec des audits intra-établissement grâce au temps humain qu'il y avait par de référents antibiotiques, les pharmaciens, les infectiologues des établissements. On a fait un audit en mode ville aussi, on est allé dans les maisons de santé. Donc ça concerne aussi peut-être une grande partie des participants aujourd'hui. mmh. Si jamais voilà, vous êtes en exercice coordonné, en maison de santé, en équipe de soins primaires, bah, au lieu de faire des audits et de demander directement des extractions de chiffres, Norme Antibio vient à la rencontre et les EMA viennent aux rencontres des équipes de soins primaires en ville. Donc n'hésitez pas à lever la main si jamais vous sentez que c'est un travail qui pourrait s'inscrire dans un projet de santé ou être intéressant dans vos équipes. Voilà. Merci Joanne. Le constat actuel donc en Normandie, c'est qu'il y a une consommation forte d'antibiotiques, en particulier d'Augmentin, qu'on a une antibiorésistance qui est en progression, en particulier en milieu hospitalier, même si je pense que, beaucoup de médecins généralistes maintenant sont, confrontés à l'antibiorésistance, en particulier dans les infections urinaires. Donc l'antibiorésistance est corrélée en partie à la consommation humaine antibiotique, mais pas que. Et ça, c'est important. C'est juste une diapositive, mais je trouve que c'est vraiment un concept qui est vraiment important pour moi. C'est le One Health, une seule santé. En fait, la santé humaine est interconnectée avec la santé animale et la santé de l'environnement. En fait, l'antibiorésistance est liée aux consommations antibiotiques à l'échelle humaine, mais aussi aux consommations d'antibiotiques à l'échelle animale. Et bien sûr, on pense aux animaux d'élevage, mais également aux animaux domestiques, et également à la pollution de l'environnement par les résidus d'antibiotiques, notamment ceux émanant des usines de fabrication. Donc c'est vraiment intéressant en fait, parce que bien sûr, en diminuant notre consommation, on va diminuer un peu le risque d'augmentation de l'antibiorésistance. Et il faut faire aussi cet effort-là en médecine animale et en santé de l'environnement pour diminuer ce risque qui est bien sûr une menace pour les générations futures. Et on plaisantait tout à l'heure sur l'orne et les chevaux, mais la médecine vétérinaire est un allié extrêmement précieux puisqu'ils ont réduit drastiquement la consommation d'antibiotiques dans les animaux qu'on appelle de rente, je crois, c'est ça, Élise? Mmh, Enfin, en tout cas, dans les élevages, mmh, ça a été diminué par presque 9, hein. mmh. Et ce qui permet d'éviter que une bactérie qui devient résistante à la suite d'un traitement chez une patiente ou un patient, bah, ça, c'est quelque chose que nous, avec lequel on peut dealer. Mais une bactérie qui devient résistante parce qu'elle est dans les effluents d'un établissement, c'est quand même profondément dommage, quoi. Et on retrouve des résidus d'antibiotiques et des bactéries résistantes dans les eaux usées, dans des proportions différentes, en fonction de l'appréhension de ce concept One Health. Alors, le but du bon usage des anti-infectieux ou des antibiotiques, c'est de préserver l'efficacité des médicaments. Et donc, passons à l'action, puisqu'on peut tous faire mieux, même moi, hein, infectiologue, régulièrement, je m'interroge sur ma pratique. Et donc, le bon usage, c'est moins prescrire. Donc, c'est s'abstenir en cas d'infection virale, par exemple, ou en cas d'une fièvre isolée. Sans argument pour une infection bactérienne, les antibiotiques ne sont pas indiqués en première intention.
Traitement différé, est-ce que je peux attendre un petit peu, voir comment ça évolue? Est-ce que je déclenche ou non une antibiothérapie? Réévaluer également systématiquement toutes les prescriptions d'antibiotiques. Alors, on dit généralement J3, J7, donc c'est-à-dire, H48, H72 et AJ7. Donc ça, c'est quand même des pratiques qui sont plus simples évidemment en médecine hospitalière qu'en médecine, de soins primaires. Néanmoins, est-ce que je peux arrêter l'antibiotique? Est-ce que je peux désescalader? C'est-à-dire, est-ce que je peux passer, d'un antibiotique large spectre à un plus petit? Je peux également arrêter le traitement, si le diagnostic d'infection bactérienne est éliminé, même si le traitement était, encore pour, 5 jours. Si vous n'avez plus d'arguments pour une infection bactérienne, vous avez le droit d'arrêter le traitement même avant la date de fin prévue. Et également essayer de limiter les durées en, suivant les recommandations. Mieux prescrire, c'est également le choix de la molécule, un spectre antibiotique plus étroit possible, c'est-à-dire que pour un alors DHBNN, excusez-moi pour les abréviations, ça veut dire érésipèle. Et donc pour un érésipèle, l'amoxicilline fait aussi bien que l'augmentin. Il y a pas de place pour l'augmentin en première intention. Pareil, est-ce que je peux choisir la posologie la plus faible active? Bien sûr, selon le poids du patient, la clairance, bien sûr également le site infectieux. Quand on traite une infection cutanée et une endocardite par exemple, les doses de médicaments ne sont pas pareilles, mais c'est vrai que c'est important de savoir ça. Et puis également de favoriser l'administration orale, heu, parce que ça a moins d'impact, bien sûr, sur le patient, moins d'impact sur les soignants également, sur le temps soignant et aussi moins d'impact, on le verra, écologique. Mais surtout, il y a pas mal de molécules et je vous ai les ai listées juste en dessous. Les fluoroquinolones, le Bactrim, le métronidazole, l'inézolide, qui est peut-être moins connu en soins primaires, les cyclines ou encore la clindamycine. Tout ça, ce sont des antibiotiques qui sont autant efficaces, pardon, en oral qu'en IV. Donc il y a aucun intérêt à prescrire ce traitement en perfusion, sauf si bien sûr le patient ne peut pas prendre, le traitement, par la bouche. Donc moins prescrire et mieux prescrire pour, promouvoir le bon usage des anti-infectieux et ça peut être tous les jours. On peut s'interroger sur, sa pratique et améliorer, ses prescriptions. Alors les outils de normes antibio, un peu pour promouvoir ce bon usage des anti-infectieux, on a des outils régionaux et on fait également la promotion d'outils nationaux et donc il y a des outils qui sont co-construits, avec des groupes de travail, régionaux, avec le CEPIAS, avec l'OMEDIT, également en interrégion. Tous ces outils que je vais vous présenter quelques outils, hein, vous inquiétez pas, ça va pas être une liste, mais en tout cas, ils sont toujours, disponibles sur le site de Normes Antibio et sur le site, des structures, partenaires. Alors si vous avez le temps, de vous attarder à lire des rapports, on fait des rapports régionaux sur la consommation et la résistance en établissement de santé ou en établissements médico-sociaux, par exemple. On a également un rapport sur l'audit augmentin que je vous ai présenté en vraiment avec les chiffres phares et puis également, Pascal Thibon qui n'est pas là aujourd'hui, mais également Léa Messidor qui est, biostatisticienne qui travaille également pour le CEPIAS. On réussit à faire des tableaux de bord en fait interactifs et surtout, mis à jour régulièrement sur les consommations et la résistance, aux antibiotiques et également avec les critères un peu d'évaluation, les indicateurs de la stratégie nationale. Le ministère de la Santé, a donc créé, cette stratégie de prévention des infections et de l'antibiorésistance avec des indicateurs qu'on doit, comment dire, honorer. C'était 2025, je vous avoue que les objectifs étaient très élevés. Néanmoins, voilà, ça donne un petit peu comment dire, une boussole pour avancer, pour améliorer, les pratiques. Alors, un outil, qu'on a créé suite à l'audit augmentin, puisque quand même, en fait, je ne vous ai pas expliqué, mais on n'a pas trouvé de raison pour lesquelles l'augmentin était très prescrit en Normandie. On ne trouve pas d'explication, il n'y a pas forcément plus de pneumopathie, il n'y a pas plus de patients qui ne sont pas vaccinés, il n'y a pas plus de sujets âgés, donc c'est un peu étonnant et donc on s'est dit: «Bon, bah, on va prendre le contre-pied, on va essayer de réduire les prescriptions d'antibiotiques tout court» et donc en fait, en essayant de, donner un outil pour ne pas prescrire d'antibiotiques, ne pas débuter d'antibiotiques, sauf dans des situations particulières. Donc un peu sous forme d'une checklist, on a créé cet outil qui est plutôt quand même médecine hospitalière quand même, mais donc je ne prescris pas d'antibiotiques sauf si j'ai une suspicion d'infection bactérienne et un site infectieux clairement identifié, par exemple une infection urinaire, ou antécédent ou terrain à risque, immunodépression, splénectomie, grossesse, cirrhose décompensée, neutropénie ou urgence, donc vraiment le patient est dans un tableau septique sévère, et F comme prélèvement microbiologique pertinent fait, des hémocultures, le CBU, ponction articulaire, bien sûr, pertinent, c'est-à-dire que vous allez faire bien sûr ce qui est recommandé quand même en 1, c'est hémoculture en milieu hospitalier et également au CBU en cas de suspicion d'infection urinaire.
Donc ça, c'est un outil qu'on a créé en fait fin 2024 et qu'on va diffuser à partir de maintenant. Le but étant, d'aider les prescripteurs, peut-être un peu les rassurer ou un peu se dire: «Bon, je ne remplis pas les critères, peut-être que je peux un petit peu attendre avant de prescrire un antibiotique». Un autre outil qui est vraiment beaucoup plus, médecine, soins primaires et enfin, en soins primaires, pardon, c'est l'ordonnance de non-prescription, l'ONP. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil, qui est un ancien outil, comment dire? Créé par l'assurance maladie au niveau national et puis, qui est, pas forcément toujours connu ou bien utilisé alors que c'est vraiment intéressant. Cet outil permet en consultation, initialement aux médecins généralistes, de ne pas prescrire d'ordonnance d'antibiotiques pour une infection virale, mais de donner ce document. Parce que les patients, français aiment bien avoir des papiers en sortant de consultation C'était et pour tout le monde, hein, pas que les généralistes. On pouvait tous le c'est commander vrai? sur l'espace pro, Amélie Pro, comme les formulaires, de Cerfa ou les ordonnances sécurisées. Mmh. Le but étant, suite à des travaux qui ont été faits en Normandie et dans d'autres régions, un peu d'actualiser cette ordonnance de non-prescription. Déjà pour la rebaptiser en ordonnance pour infection virale, c'est un message positif. Le patient a vraiment une infection, mais une infection qui ne nécessite pas d'antibiotiques. On ajoutait des conseils sur les gestes barrières, la Covid-19, des liens vers Antibiomalin, qui est un site pour les usagers, et également une promotion, de cette OPIV, donc ordonnance pour infection virale, via une affiche et un petit film. Donc ça ressemblait à gauche à ça et maintenant ça ressemble à ça, sachant que, pour le moment, ce document est en cours de validation par la CNAM au niveau national. Mais donc l'ordonnance pour infection virale, on a repris bien sûr les critères d'une ordonnance, on a repris la charte graphique initiale en ajoutant la Covid-19 et puis bien sûr en mettant, des conseils pour les, patients et également, en laissant la place, vous avez vu un petit blanc, pour les conseils du médecin, pour, préciser et ou du pharmacien si le patient sort de la consultation médicale et va, comment dire? Voir son pharmacien. On est très Ensuite pluri-pro aujourd'hui, mais il oui, existe aussi l'IPIV, bien, tu vas en parler bah, ça peut-être arrive, ça après? arrive. Oui. Bah, N'hésitez voilà, pas, hein, parce que très bonne liaison, docteur Massic. Donc ah, on mais je a sais en pas fait, si on avait suite à des répété. présentations au niveau national, des pharmaciens, des sages-femmes, en fait, nous ont dit: «Bah, ça serait bien d'avoir le même document, mais peut-être pour nous» et donc on a créé l'IPIV, qui est information pour infection virale, qui n'est pas une ordonnance en tant que telle. Si jamais le patient vient directement chez le pharmacien, en fait, le pharmacien peut délivrer, ce document, et donc en fait, c'est un peu différent, mais ça reprend, vous avez vu la même charte graphique. Les couleurs, désolée Joanne, sont, différentes et les messages sont un peu différents, mais globalement, c'est vraiment le même, projet. C'est de dire que ces infections virales ne nécessitent pas d'antibiotiques, de donner des conseils, et ensuite, de donner aussi une part, pour le, comment dire? Pour le professionnel de santé pour mettre des commentaires. On a également fait une OPIF pédiatrique à la demande des pédiatres qui était également très motivé pour ce type de document qui peut améliorer la communication entre, le médecin, et la famille et l'enfant. Et alors, elle est tellement géniale cette ordonnance de non-prescription ou cette ordonnance pour infection virale que comme tu le dis là, tu le rappelles dans la diapo, tu l'as dit, la CNAM le relie et on espère une Mmh. diffusion nationale. Mmh. Mais si jamais, voilà, sachez que dans d'autres régions, ça a été un peu diffusé, déjà. Donc si jamais vous en voulez, on pourra Oui, on vous on va dire qu'on fait une diffusion un peu officieuse parce que c'est pas très clair en fait la position de la CNAM sur le document et donc c'est vrai que, voilà, on va dire que c'est possible de la diffuser en Normandie. On a l'accord de la CPAM, comment dire? Régionale pardon, donc normande pour diffuser ces outils-là. Donc si vous les voulez, aucun souci. On peut bien sûr aussi vous les faire suivre. On a également fait un projet peut-être qui peut être intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez les fiches réflexes qui sont développées par l'ARS à destination des familles pour avoir les bons réflexes de santé. Et donc, on a créé 2 fiches plutôt sur le bon usage des antibiotiques et donc une fiche antibiotique et une fiche sur infection virale, qui sont diffusées, qui sont disponibles sur le site de l'ARS Normandie, depuis septembre 2024. Donc ça ressemble à ça qu'on a repris vraiment la charte graphique, également des autres fiches réflexes, et donc ça peut être, un outil éventuellement, en consultation, pour, discuter avec, les familles. Donc mon enfant doit prendre un antibiotique et mon enfant est malade, c'est viral. Enfin, dernier outil collaboratif avec l'Omédit Normandie en particulier, sur le bon usage des antibiotiques et éco-prescription, puisque quand même c'est intimement lié, puisqu'on va bien sûr diminuer l'empreinte, carbone d'un traitement, quel qu'il soit et d'un traitement antibiotique si bien sûr on prescrit moins. Donc on a repris les mêmes thématiques, moins prescrire, en s'interrogeant systématique sur la pertinence de la prescription et en faisant la promotion de l'outil sauf. Également, mieux prescrire en s'assurant du bon usage des antibiotiques, donc la réévaluation, la durée de traitement et un lien
je vous en parlerai après, sur les recommandations HAS de 2024 sur la durée des traitements sur les infections bactériennes courantes, dont les infections urinaires. Et puis également tenir compte de l'empreinte, pardon, carbone, environnementale dans sa prescription. Et en fait, on se rend compte, l'exemple juste après, je vous ai tout à l'heure, il faut plutôt privilégier les voies orales, qui sont vraiment, beaucoup moins impactantes que les voies, parentérales. Bien sûr, encore plus quand c'est des molécules qui sont identiques, par exemple la léofloxacine qui est une fluoroquinolone, il y a vraiment aucun intérêt à prescrire un traitement en perfusion. Bien sûr, je le redis, quand le patient peut prendre Péros, mais vous avez vu à gauche, j'espère qu'on voit assez bien, on va diviser l'empreinte carbone, par 13. Et puis, également, privilégier un schéma posologique avec un minimum de doses à administrer. Le meilleur exemple, donc ça c'est vraiment, tout en bas, l'orbénine à 12 grammes, donc c'est vraiment du milieu hospitalier, mais néanmoins, les recommandations encore disaient une perfusion discontinue, donc toutes les 4 heures, on devait perfuser, 2 grammes, donc 2 grammes fois 6 par jour. Et maintenant, aussi bien sur le plan, efficacité, microbiologique et donc du traitement, tant infirmier, mais également en fait, impact, carbone, en fait, on va diviser par 3 en passant en continu, c'est-à-dire en perfusion continue d'antibiotiques. Donc il y a vraiment des nouveautés, bien sûr sur le bon usage des anti-infectieux, mais qui impactent aussi, l'environnement et c'est intéressant. Ça ouvre un peu la discussion de prendre en compte, cette thématique-là. Rapidement, ça, c'est des recommandations que vous pouvez trouver très facilement sur un moteur de recherche. Vous mettez, HAS, durée d'antibiothérapie et vous tombez directement. Je vous ai mis le lien évidemment ici et en fait, en très peu de en un clic, vous avez, des recommandations sur, infection urinaire, on va en parler juste après, infection ORL, et cetera. Alors, qui dit bon usage des antibiotiques ou des anti-infectieux dit aussi bon usage diagnostique et donc ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment se dire, je proscris les examens systématiques au cas où ou de principe. Je proscris également les répétitions d'examens qui se ressemblent ou qui sont identiques, qui ne vont pas changer la prise en charge. Par exemple, à l'hôpital, mais je suis la première à le faire également, c'est de prescrire toutes les 48 heures une CRP pour être sûr que ça descend bien ou, une, numération formule sanguine également tous les 3 jours. Et puis également proscrire la multiplication des examens complémentaires qui ont le même intérêt, par exemple de réaliser, c'est une vraie discussion, un scanner, osseux et une IRM osseuse qui peuvent répondre à la même question. C'est des choses comme ça qu'on peut réfléchir et bien sûr l'exemple ici, c'est CRP et procalcitonin qui est pas forcément d'intérêt. Donc les messages clés, très rapidement parce que ça fait beaucoup de choses quand même. Une infection est un diagnostic clinique avant tout. Pas de bilan de contrôle systématique de l'inflammation si l'évolution est favorable. Ne pas répéter s'il y a une baisse de la CRP, par exemple. Pas de CBU si pas de symptômes d'infection urinaire, sauf grossesse, on en reparlera. Pas d'écouvillon cutané sur des sauf cas particuliers. Pas de recharge de Clostridium difficile si pas de diarrhée. Et donc, en fait, avant de prescrire à chaque fois, réfléchir à l'impact du résultat sur la prise en charge. S'il n'y en a pas, quel est l'intérêt de faire l'examen? Ce travail, de la bonne prescription, des examens et aussi on s'appuie beaucoup et on est assez aidé par les biologistes quand même, hein, les Oui. laboratoires qui sont je ne sais pas s'il y a des biologistes ici, aujourd'hui, mais bon, c'est assez facile, d'avoir les bons conseils aussi, en décrochant le téléphone ou en ayant, des échanges de messages avec nos biologistes locaux. Rapidement, c'était juste pour vous montrer, on avait fait cette publication en fait, en intra-CHU pour un peu, promouvoir le bon usage diagnostique des examens. Puisqu'on a, le pareil, hein, au CHU de Rouen, on a je crois qu'on fait 2 fois plus d'hémoculture qu'au CHU de Caen, des choses comme ça. Donc il y a quand même du mésusage aussi de bon usage diagnostique, enfin de diagnostic et donc c'est comme ça qu'on surcharge aussi les laboratoires et que ça apporte pas forcément de précision à la prise en charge. Alors, en conclusion sur le bon usage, le but du bon usage, c'est pas d'embêter les prescripteurs, c'est de préserver l'efficacité des antibiotiques et des anti-infections en général, et aussi de penser au bon usage diagnostique. Quand on ne fait pas un ECBU à mauvais escient, on ne sera pas tenté, s'il est positif, de traiter. Donc, on va aussi permettre une limitation des prescriptions antibiotiques. Moins et mieux prescrire en pensant à l'indication, au choix de la molécule, à la posologie, à la voie, à la durée et à la réévaluation. Et puis les liens utiles, on fait vraiment la promotion d'Antibio-Clic, en particulier en soins primaires, qui est vraiment, très, très intéressant, qui en quelques clics vous donne la bonne conduite à tenir sur le bon traitement, qui suit vraiment les recommandations, alors peut-être pas toujours rubis sur l'ongle, mais quand même très, très bien. Le site de l'infectiologie.com qui est donc le site de la Société de pathologie infectieuse en langue française, les recommandations, et le site de Normandie Bio. Les avis infectieux également. Je vous donne toute la liste, des infectiologues de Normandie qui répondent au téléphone et ou en téléexpertise.
je mets juste après des liens utiles, plutôt établissement de santé, puisque tout le monde n'a pas accès à tout ça. Évidemment, moi, je suis au CHU, donc on a énormément de choses qui sont accessibles puisque c'est payé par l'établissement. Néanmoins, je vous mets une liste, de sites intéressants, né et le POPI, qui est donc la référence bibliographique et de thérapeutique pour les infections, même compliquées en milieu hospitalier. Il y a une discussion au niveau national pour le rendre gratuit à tous les établissements de santé. Donc c'est en cours, de négociation, je crois, au niveau, national. Je vous ai mis en dessous d'autres sites qui peuvent être intéressants. En particulier, je fais la promotion de l'Omédite Normandie, qui fait vraiment un travail assez impressionnant sur plein de sujets et les médicaments écrasables. Donc c'est pas forcément votre pratique tous les jours, mais néanmoins, c'est extrêmement intéressant, de vérifier qu'on peut écraser un traitement si le patient ne pouvait pas prendre, correctement son traitement. Est-ce que tu je sais pas s'il y a déjà des questions sur cette première partie Bah, ou si vous pour voulez l'instant, non, qu'on mais il faut savoir que le ouais, docteur Fio parle très, très vite et c'est normal, ouais, hein, je si on est un sais. peu, voilà, il y a beaucoup d'informations, Ben ouais. on va prendre un C'est petit pour ça qu'on Doliprane peut et puis on revenir va faire après, la vous pouvez y transition revenir avec le après. prochain intervenant, hein. Bah, c'est moi le prochain intervenant. Ah oui, bah, d'accord, donc le docteur Désolée. Fio. Ouais. Moi, je Bon milite un petit peu pour le Hippopi et plutôt pour ma paroisse. Sachez que dans les équipes de soins primaires et les CPTS, c'est tout à fait possible de faire financer, hein, les outils d'aide à la prescription comme ça, le POPI, en fait, le prix va dépendre de la taille de l'établissement. Donc après, pour les CPTS, je ne sais pas bien bah, c'est le pareil, c'est «forfait» avec entre guillemets. le nombre de Oui, c'est ça. professionnels de santé qui Mmh vont l'utiliser, ouais. et donc évidemment, plus un établissement est gros, plus il a de l'argent pour payer, mais en même temps, plus c'est cher aussi. Donc après, ça vaut le coup en effet de discuter, mais je vous dis peut-être qu'on va passer alors après, si ça devient gratuit, je ne suis pas sûre que ça soit gratuit pour les CPTS. Ça, c'est une, Ah bah, ils vont avoir intérêt, sinon, il va y avoir une déferlante. oui, j'entends bien, hein, mais je ne sais pas, Joanne. Donc n'hésitez pas à poser des questions après, on pourra revenir, sur le diaporama et vous l'aurez de toute façon à votre disposition. On va enchaîner sur les infections urinaires chez la femme. Heu, Pareil qui est, assez vaste, hein. Néanmoins une nouveauté, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un microbiome urinaire. En fait, le microbiote, on en parle beaucoup au niveau digestif, avec un impact sur peut-être, la santé mentale, sur, sur l'obésité et cetera. Il y a également un microbiote vaginal, ça vous le savez je pense, mais également maintenant un microbiote urinaire, et en fait c'est important puisque ça veut dire que les urines ne sont pas stériles spontanément. Évidemment, ce n'est pas forcément des bactéries facilement cultivables. Néanmoins, il y a un microbiome urinaire, un urobiome, et c'est important puisque si on, comment dire, si on traite par excès un ECB positif, par exemple, ou une bandelette urinaire, et ben, en fait, les antibiotiques vont plutôt être inutiles, délétères et iatrogènes et vont modifier cet équilibre de microbiote urinaire et bien sûr faire le lit ensuite de dysbiose et potentiellement d'infection urinaire au décours. Et donc, c'est Donc vrai ce que c'est qu'on a appris à intéressant. l'école ou à Ouais, la c'est fac, faux. c'est faux du coup? Mmh, C'est ce que tu es en train de nous dire? exactement. Bon, au passage, la Fédération des daltoniens de France te remercie, hein, pour les couleurs sur le schéma, hein. Hem, alors, des définitions, c'est des recommandations qui sont maintenant un petit peu anciennes de 2018. Néanmoins, elles sont toujours vraies. En fait, c'est un peu compliqué les infections urinaires et les recommandations, mais c'est vrai que c'est important de savoir un peu dans quel cadre nosologique vous êtes pour ensuite choisir le bon traitement. Donc bien sûr, cystite, infection, de la vessie, versus pyélonéphrite, infection rénale, infection parenchymateuse qui donne de la fièvre, contrairement à la cystite et je ne parlerai pas aujourd'hui, mais je vous dis juste infection urinaire masculine qui pour l'instant est cantonnée aux prostatites, donc infection parenchymateuse de la prostate. Et donc en fait, à chaque fois, on va ces 3 cas nosologiques, on va les dire, est-ce qu'elles sont à risque de complications ou non? Et en fait, à risque de complications, c'est des facteurs de risque, d'infection urinaire plus complexes et donc qui vont entraîner une durée de traitement prolongée. Et donc ces facteurs de risque de complications, c'est un, une uropathie, donc n'importe quelle anomalie de l'arbre urinaire, connue. Certains terrains, donc les hommes, la grossesse, les sujets âgés, fragiles, c'est-à-dire plus de 75 ans ou plus de 65 ans avec des critères de fragilité, une insuffisance rénale, sévère, donc avec une clairance inférieure à 30 et immunodépression sévère. Éléments de gravité, je passe assez rapidement et les facteurs de risque d'entérobactéries BLSE, c'est-à-dire de bactéries multirésistantes, c'est important de savoir que si, le patient a une antécédent de colonisation à ce type de bactéries, il faut y penser. S'il y a une consommation d'antibiotiques récente, en particulier d'antibiotiques critiques, augmentin, céphalosporine de deuxième et troisième génération et fluoroquinolone dans les 6 mois précédents. Un voyage en zone d'endémie. Alors zone d'endémie, vous sortez en fait, de France, si vous allez en Italie ou en Grèce, c'est déjà un facteur de risque d'acquisition
lors d'un voyage de bactéries multirésistantes et a fortiori Asie du Sud-Est, Afrique ou Amérique du Sud. Une hospitalisation de moins de 3 mois et ensuite quand on vit en EHPAD, c'est un facteur de risque d'avoir une infection multirésistante. La stratégie diagnostique, donc vous avez des symptômes cliniques et une bactériurie, donc une bactérie dans les urines. S'il n'y a pas de symptômes, ça s'appelle une colonisation urinaire, ça s'appelle une bactériurie asymptomatique. Si vous avez des symptômes, c'est donc symptômes cliniques plus ECBU positif avec des critères qu'on va voir juste après, vous avez une infection urinaire. Et là, vous vous posez la question, est-ce que j'ai des facteurs de risque de complications? Non, j'ai une infection urinaire simple, soit cystite, soit pyélonéphrite. Oui, j'ai des facteurs de risque de complications, soit cystite, soit pyélonéphrite, soit infection urinaire masculine et ensuite élément de gravité. Et donc, c'est vraiment plutôt cette première partie de à risque de complications qui est importante parce que ça modifie vraiment le choix du traitement antibiotique et la durée de traitement, mais qu'on a du mal en fait à bien retenir, collectivement. Je peux le dire, Élise, ou pas? Oui, je sais pas. Pipi qui pue, pas de BU. Au moins, Le c'est CB clair, on retient. Tout à fait. Le CBU, donc c'est sur le 2e G. Juste rapidement, les seuils de significativité. La leucocyturie, donc le nombre de leucocytes sur un ECBU doit être supérieur ou égal à 10 puissance 4 et les bactéries, c'est 10 puissance 3. Pour la femme, on est là, pardon. 10 puissance 3 pour Escherichia coli et Staphylococcus saprophyticus, qui est un staphylocoque spécifique des infections urinaires de la femme jeune. Et autres entérobactéries, ça va plutôt être 10 puissance 4. C'est important parce que des fois, vous avez des ECBU avec pas de leucocytes, et puis pas de leucocytes et une bactérie, ou des leucocytes mais une bactérie qui est à 10 puissance 2, etc. Donc ça peut être un peu embêtant de bien statuer. Juste des précisions sur le CBU. Comment effectuer un ECBU peut-être correctement? Donc, c'est préférer les urines du matin. C'est maintenant des nouvelles recommandations européennes de 2023, c'est une toilette périnéale à l'eau claire, donc pas de savon ni d'antiseptique. Il faut éliminer le premier jet et ça, c'est important parce que le premier jet est contaminé par la flore périnéale, en particulier chez la femme. Et donc, globalement, pour retenir, c'est le volume d'un espresso qu'il faut en fait uriner avant de faire le CBU. Ce qui n'est pas toujours facile quand on a une cystite, mais c'est important de préciser à la personne, à la patiente, de vraiment réaliser ce premier jet, de le jeter et ensuite de faire pipi entre guillemets dans le petit pot pour le CBU. Alors, le besoin diagnostic de l'ECBU, on fait un ECBU si on a des signes fonctionnels urinaires et de la fièvre. Si on a une femme enceinte, asymptomatique. Avant un geste ou une chirurgie urologique, on ne fait pas de CBU, comme l'a dit Joanne à l'instant, urine malodorante ou urine purulente isolée, donc pipi qui pue, pas de BU, pas de symptômes urinaires, Merci. pas de CBU. Contrôle de fin de traitement systématique, ce n'est pas recommandé. Hors grossesse, on le verra juste après. Alors, le trajet de l'ECBU, vous avez ici le premier jet jeté, donc le petit espresso dans les toilettes. Vous avez le 2e jet. Le 2e jet part au laboratoire, le recueil. Vous avez ici une cytologie, combien de leucocytes, combien de globules rouges. La mise en culture de l'ECBU, on retrouve un Escherichia coli et on peut réaliser un antibiogramme, ici une BLSE. Et donc, c'est important, ça prend quand même quelques jours. En moyenne, je dirais 3 à 4 jours pour avoir le résultat. Tout dépend du laboratoire et du jour où c'est fait, mais c'est important de voir un peu ce qui se trame derrière le CBU. Alors, comment interpréter le résultat? Pas de leucocyturie, pas d'infection urinaire, pas d'antibiotiques, sauf si le patient est leucopénique, mais c'est quand même pas très fréquent quand même. Si j'ai une bactérie, il n'y a pas de symptômes, on ne traite pas. Ça s'appelle une colonisation, ça s'appelle une contamination. Pas d'antibiotiques, sauf grossesse ou geste urologique invasif. Le CBU est polymicrobien, on va penser à une contamination jusqu'à preuve du contraire et on va refaire le CBU avant de décider si on traite ou non. Par contre, signe fonctionnel urinaire, bactériurie significative et leucocyturie, il n'y a pas de doute, vous avez vraiment une infection urinaire, il faut bien sûr la traiter. Alors, on a une question qui sera peut-être pour France après. Je vais faire de Ok, teasing ou spoiler ce que France va nous dire, rapide. mais sur le savon, tu veux en parler, toi, Élise, ou pas? C'est assez récent quand même, Bah, le je fait pense de qu'on peut faire en la parler à toilette la à l'eau. fin, si tu Ouais, veux ok. bien. Enfin, si vous Non, voulez, non, ça enfin, on marche. peut. Pour dire qu'on a noté la question, quoi. Ouais. Donc juste ça, c'est pour vous donner, des nouvelles parce que je ne sais pas si vous avez vu ça passer. En fait, il y a une recommandation de 2023 qui préconise la réalisation d'antibiogrammes ciblés pour les infections urinaires à entérobactéries chez les femmes adultes à partir de 12 ans. Bon, on va dire chez les femmes à partir de 12 ans, non enceintes. Le but de l'antibiogramme ciblé, c'est en fait d'éviter une liste très importante en tout petit où on voit rien, d'antibiotiques, mais de resserrer sur des antibiotiques précis qu'on peut prescrire pour traiter l'infection. Donc c'est un rendu restreint de molécules ciblées
qui sont ciblés selon la situation clinique. Cystite, pyélonéphrite, également avec un suivi des recommandations thérapeutiques. Donc ça, c'est vraiment important et ça limite un peu les erreurs ou les hésitations thérapeutiques du prescripteur. Donc les objectifs, c'est de lutter contre l'antibiorésistance par la juste prescription des antibiotiques, limiter aussi l'utilisation des antibiotiques critiques comme les fluoroquinolones, l'augmentin ou les céphalosporines troisième génération, en particulier pour une cystite, mais surtout l'épargne qui est importante, c'est les fluoroquinolones. On va favoriser aussi les molécules qui ont un spectre antibiotique étroit ou qui ont une diffusion urinaire très importante avec une faible diffusion dans le microbiote digestif, donc avec moins de risques de sélectionner un mutant résistant. Bien sûr, à chaque fois, ces antibiogrammes ciblés vont être orientés par les recommandations thérapeutiques. Le contexte, hein, je vous redis, c'est femmes et jeunes filles supérieures à 12 ans, infection urinaire à entérobactérale, et pour l'instant, c'est Escherichia coli, et c'est deux diagnostics, cystite ou pyélonéphrite. Donc, c'est vraiment, ça exclut totalement les grossesses. Alors, au niveau thérapeutique, euh, là, je vais vous montrer des recommandations de l'HAS. Tous les liens sont à chaque fois en bas de diapositive ou en fin de diaporama. C'est très bien fait, c'est très clair. Donc, la cystite aiguë simple, femme jeune, pas d'antécédents, pas de risque de facteur pas de facteur de risque de complications. On a éliminé à l'interrogatoire la présence de perte vaginale qui, bien sûr, ne serait pas évocatrice d'une cystite, mais plutôt d'une infection génitale. Et donc, bandelette urinaire, si elle est positive, pas besoin de faire un ECBU. D'emblée, le traitement recommandé, c'est en première intention fosomycine trométamol, donc le Monuril, 3 grammes en une prise unique, ou pivmécilinam sur 3 jours. Nouveauté aussi de 2024, sauf erreur de ma part, la délivrance est possible d'un antibiotique par le pharmacien d'officine après réalisation d'une bandelette urinaire à l'officine. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de place pour les antibiotiques critiques pour la cystite simple, donc il n'y a pas de place pour les fluoroquinolones, pas de place pour l'augmentin, pas de place pour les C3G orales dans ce contexte-là. Parce que le but, c'est vraiment d'épargner ces molécules-là pour des infections plus sévères, type pyélonéphrite, et également de limiter la sélection de mutants résistants au niveau digestif. On peut remercier hein, dans les équipes les pharmaciens on a des pharmaciens ici, hein, mais qui font des protocoles de coopération où justement la délivrance d'un antibiotique pour une cystite est souvent, et c'est beaucoup mieux, en tout cas c'est quelque chose pour lequel on prêche énormément, et quand elle est adossée à un exercice coordonné et avec un partage d'informations, un dossier suivi, c'est toujours beaucoup plus intéressant. N'hésitez pas à vous rapprocher des pharmaciens pour mettre en place ce genre de délivrance. Ça existe aussi pour information pour les angines. Donc les cystites à risque de complications, donc là j'ai mis une femme âgée, c'est un peu caricatural, mais vous vous rappelez, femme âgée ou uropathie, je parlerai un petit peu après de la grossesse qui est un tout petit peu différente, même si c'est considéré à risque de complications. Donc la cystite à risque de complications, on peut plutôt privilégier le traitement différé, c'est-à-dire que les symptômes sont peu importants, la patiente peut attendre, et donc là, à ce moment-là, on fait le CBU. Donc, pas besoin de faire d'une bandelette urinaire, mais ECBU d'emblée, et après on va, classer, selon l'antibiogramme, les molécules de préférence, et bien sûr les molécules qui ont un moindre impact sur le microbiote, donc ça va être amoxicilline, pivmécilinam, nitrofurantoïne, et vous avez vu la durée de traitement est bien plus importante puisqu'on est à 7 jours versus 1 ou 3 tout à l'heure. Ou alors le traitement ne peut pas être différé, la patiente est beaucoup trop gênée, et donc à ce moment-là, on va débuter un traitement probabiliste, bien sûr à revoir avec les résultats de l'ECBU, et donc nitrofurantoïne en première intention sur 7 jours. Attention, la nitrofurantoïne, c'est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale avec une clairance inférieure à 45, ce qui est quand même assez fréquent chez les sujets âgés, ou en cas de traitement itératif, c'est une molécule qui n'est pas recommandée. Ou Monuril, ça c'est un peu moi ce que je prescris régulièrement, en 3 doses, donc un sachet J1, J3, J5. C'est vraiment très facile à prescrire et c'est plus court aussi comme prise. Les cystites aiguës récidivantes, c'est vraiment un sujet important. On a créé au CHU de Rouen un centre de recours pour les infections urinaires complexes, en particulier récidivantes. Récidivante, ça veut dire plus de 4 épisodes sur 12 mois. Quand on traite un épisode aigu, le traitement curatif, c'est le même que pour la cystite, mais surtout, l'intérêt, c'est de prévenir les récidives et avant d'envisager un traitement prolongé. Donc, il faut penser aux avis infectieux, ou également de demander une consultation en infectiologie. On a tous, infectiologues en Normandie, des consultations pour des infections urinaires récidivantes qui sont très impactantes parce qu'il y a beaucoup souvent de prescriptions d'antibiotiques avec beaucoup d'anxiété et beaucoup de CBU réalisés. Il faut souvent réaliser un bilan étiologique avec un urologue en particulier, échographie védicale avec une mesure du résidu post-mictionnel,
Est-ce qu'il reste un résidu après miction qui pourrait favoriser la colonisation et potentiellement une infection secondairement? Cystoscopie, bilan urodynamique. Le but de la prévention, c'est bien sûr d'éviter les infections urinaires, qui sont quand même très peu agréables en général, et la surconsommation antibiotique qui en découle, puisque souvent il y a les patientes que je vois moi en consultation arrivent avec des infections urinaires avec des germes multirésistants parce qu'il y a eu beaucoup de lignes thérapeutiques auparavant. Les traitements préventifs est souvent global, donc on va revoir les apports hydriques, les mictions régulières, lutte contre la constipation. Également discuter une rééducation périnéale si besoin, si on voit qu'il y a un problème, de vidange vésicale ou en tout cas de plancher pelvien, entre guillemets «un peu paresseux». Canneberge également qui est intéressant ou d'autres traitements. Moi j'ai des patientes qui prennent, de la phytothérapie, qui peuvent les améliorer tant qu'on limite la prescription antibiotique et qu'on limite également les symptômes qui sont souvent très invalidants pour les patientes, ça peut vraiment être intéressant. Et puis également discuter, bien sûr au cas par cas en l'absence de contre-indication et après avis gynécologique ou sage-femme, une application locale d'œstrogène qui peut diminuer, bien sûr la sécheresse vaginale qui entraîne souvent un inconfort et qui entraîne une dysbiose vaginale et donc une dysbiose, urinaire. Pour la cystite aiguë récidivante, donc le traitement, on y pense quand on a fait un peu tout ce que je vous ai dit avant. On fait un ECBU initial avant le début de la prophylaxie et après on peut penser en première intention, c'est Monuril, 1 fois tous les 7 jours ou si c'est post-coïtal après un rapport sexuel, on peut le prendre 2 heures avant ou 2 heures après le rapport sexuel ou Trimethoprim, donc qui est une des 2 parties du Bactrim qui a beaucoup moins de risques, sur le plan rénal et sur le plan allergique. Également, le Bactrim en 2e intention. Non au fluoroquinolone, au bêta-lactamine et contre-indication à la furadentine au long cours puisque c'est, déconseillé au long cours. Chez la femme enceinte, il y a le problème de la colonisation urinaire avec une bactériurie qui est supérieure ou égale à 10 puissance 5. C'est la définition de la colonisation urinaire gravidique. Pas d'antécédent à gauche, on n'a aucun risque antérieur d'infection urinaire. On fait un dépistage seulement à partir du 4e mois avec une bandelette urinaire mensuelle. Si la bandelette urinaire est positive, on fait un ECBU. Par contre, avec un risque antérieur d'infection urinaire, uropathie sous-jacente, diabète, antécédent de cystite récidivante, là, on va faire un ECBU lors de la première consultation, puis tous les mois à partir du 4e mois. Le traitement est d'emblée adapté. On attend les résultats de l'antibiogramme pour traiter. On ne fait pas de traitement, on probabilise pour la colonisation urinaire. Le traitement, c'est en 1 l'amoxicilline et vous avez vu, la durée, c'est 7 jours, donc c'est quand même assez long. Le CBU de contrôle, cette fois, on le fait pour la femme enceinte, 8 à 10 jours après l'arrêt du traitement, puis ECBU mensuel jusqu'à l'accouchement. Pour la cystite aiguë, nouveauté quand même, ça c'est assez nouveau, on peut prescrire Monuril comme dans la cystite simple, même si c'est une cystite aiguë de la femme enceinte qui est potentiellement à risque de complications, on peut dans cette indication-là proposer le Monuril en traitement probabiliste et si c'est un échec ou résistance, on peut adapter, avec une durée plus prolongée comme on est sur une cystite à risque de complications. On fait 7 jours et vous avez vu également ECBU de contrôle pardon, à 8-10 jours après l'arrêt du traitement et un ECBU mensuel jusqu'à l'accouchement. Pour les pyélonéphrite, vous avez en première partie pyélonéphrite simple, donc c'est 7 jours, si vous arrivez à faire que fluoroquinolone ou, céphalosporine 3e génération injectable ou sinon 10 jours et vous avez vu, c'est les mêmes molécules, pour la femme enceinte ou, la pyélonéphrite à risque de complications. C'est 10 jours également de traitement au total. C'est une promotion d'antibiotiques et également de Primo qui est une mission nationale, destinée aux soins primaires qui vous reprend. Vous le trouvez très facilement sur, Antibiotiques et sur le site, de Primo, qui sont un peu des indications et comment prescrire les antibiotiques à visée urinaire. En conclusion, les urines ne sont pas stériles. Il faut penser à la bonne réaction de l'ECBU et à sa bonne interprétation. L'antibiogramme ciblé devrait arriver bientôt, pour toutes les, femmes de plus de 12 ans. Épargne dès que possible des antibiotiques critiques, en particulier des quinolones. On respecte la durée des antibiotiques pour les infections urinaires et je vous ai remis là les 3 recommandations HAS complètes sur les infections urinaires de la femme, selon le tableau. Je suis un hors sujet, mais rapidement, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, il y a une, saisine de l'HAS sur la place du dépistage CMV dans la grossesse. C'est en cours de production pour savoir qui dépister, quand, quel traitement antiviral si le dépistage est positif, quel suivi materno-fœtal et quel suivi pour l'enfant. Ça devrait arriver en mai 2025. Et enfin, après, je vous promets, j'arrête de parler. En complément du webinaire, on voudrait vous proposer, des e-learning, qui sont, réalisés par le CRATB et par le CEPIAS. Le e-learning, ça serait de revenir par des mo sur des avec, sous forme de modules courts ou des modules actualisés sur l'antibiorésistance, les infections urinaires, le CMV par exemple, images, vidéos, un petit quiz pour vous s'auto-évaluer.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Josiane Lebeltel. Vous avez ici l'adresse mail pour vous inscrire si vous voulez rentrer dans ce type de formation, si le webinaire vous a plu ou si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez valider d'autres formations, ça sera possible très prochainement. Et Je bien vous remercie de entendu, votre attention. il y aura des lots à gagner. Parce que c'est pas tout de faire des petits quiz, mais on peut attaquer sur les questions? Non, non, c'est bon. Non, mais on peut attaquer sur les questions ou pas? Et il y a juste France qui on voudrait laisser la place à France. On est un petit peu en retard. Je suis désolée, j'ai un peu trop parlé, évidemment. Tu vas Trop et parler trop vite. de la place du savon dans la toilette Je pré pense CBU je pense que, France? on avait ouais, attends juste peut-être, je sais pas si on finit toutes les interventions et qu'on fait après questions-réponses. Peut-être France, tu veux Bah, peut-être pendant que c'est aborder frais. ton Euh, bah, bah, fais le ouais, vas-y, je vas-y. vais peut-être parler bonjour. Donc, je vais. Alors, je ne sais pas si le partage marche. Oui, c'est bon, on voit ton oui, c'est bon. C'est bon. Oui, bonjour. Donc, je me présente. Je m'appelle France Borget. Je suis médecin hygiéniste et je suis responsable du CEPIAS Normandie, donc le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. Et donc, nous, on intervient avant, dans le côté prévention, puisque l'une des façons aussi d'épargner les antibiotiques, c'est qu'il n'y ait pas d'infection. Et c'est toujours bien qu'il n'y ait pas d'infection, puisque du coup, ça va permettre d'éviter la prescription. Et c'est donc dans le cadre de la prévention que nous intervenons. Et aujourd'hui, je vais vous parler des dispositifs intra-utérins par rapport au rappel de bonnes pratiques pour la prévention des infections en vous présentant 2 fiches pratiques. Alors, le contexte de l'élaboration de ces fiches, tout d'abord. Donc, au niveau du CEPIAS, l'une de nos actions est de faire le suivi et les investigations quand il y a des signalements. Et il se trouve qu'en 2019, de mémoire, il y a eu 2 cas d'endométrite à Streptococcus pyogenes qui ont été signalés dans la région. Et ces points communs, c'était que c'était des infections graves qui se sont finies par l'hospitalisation en réanimation des 2 femmes concernées et que ces infections, sont survenues après pause de stérilet chez des femmes qui avaient accouché peu de temps avant. Alors, quelques rappels sur le Streptococcus pyogenes. En fait, c'est le strepto qu'on connaît sous le terme de strepto du groupe A. Le réservoir est strictement humain. Globalement, c'est à peu près un enfant sur 5 et un adulte sur 20 qui sont porteurs. Et le portage, c'est principalement au niveau du pharynx, mais on en retrouve au niveau de la peau et un peu plus rarement au niveau anal ou vaginal. La transmission est vraiment exclusivement entre êtres humains. Elle se fait par le biais des gouttelettes respiratoires. Comme en ce moment je parle, j'émets des gouttelettes respiratoires. Et puis elle se fait aussi par contact avec notamment en cas de lésion cutanée au niveau des mains, par exemple. Le strepto entraîne globalement un ensemble de maladies qui sont la plupart du temps heureusement bénignes, de type angine ou infection de la peau, mais parfois graves, voire gravissimes, et dont certaines se terminent malheureusement par le décès. Et parmi ces infections invasives, il y a des bactériémies, des infections cutanées nécrosantes ou les fameuses endométrites postpartum également qui sont décrites. En termes de transmissibilité, en fait, peuvent transmettre soit les patients infectés, soit également les porteurs sains. Et au niveau de la survie, je vous ai mis pour mémoire la survie sur les surfaces sèches, ça va de 3 jours à 6,5 mois. Donc, il y a un relais dans l'environnement également qui est particulièrement important. Et puis, des études particulières avaient été faites sur le lait, mais c'est plus anecdotique. Donc, quand il y a des signalements, on réalise des investigations. Donc là, les parcours ont été revus pour les 2 cas en termes de mesures de prévention. Qu'est-ce qu'il en était? Dans les 2 cas de figure, il n'y avait pas de port du masque. Port du masque qui permet donc de réduire la diffusion des gouttelettes respiratoires. Au niveau de la désinfection du col, pour l'un, c'était une désinfection du col en un temps avec une durée estimée de moins de 60 secondes. Pour l'autre cas, les précisions n'ont pu être retrouvées. Concernant une analyse de la bibliographie, eh bien, ces infections invasives à strepto du groupe A après pose de dispositifs intra-utérins sont heureusement rares. Mais elles sont parfois vraiment gravissimes, avec notamment des décès qui ont été relevés dans la littérature. Et ça, c'est un point particulièrement important, elles sont en grande partie évitables par un ensemble de mesures de prévention.
Et donc, qu'est-ce qu'il en est de ces mesures de prévention? En fait, on a fait le constat globalement assez mal connu et puis surtout dispersées, parce qu'on a d'un côté les recommandations de la HAS de 2007, d'autres recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière par rapport aux produits à utiliser, par rapport aux méthodes à utiliser, d'autres mesures par rapport, on retrouve ici les indications du port du masque. Donc ces recommandations sont globalement dispersées. Elles sont pour certaines relativement anciennes et n'ont pas vraiment été mises à jour. Et donc, fort de ceci, il a été proposé et créé un groupe de travail pluriprofessionnel et pluridisciplinaire associant des professionnels de terrain avec sages-femmes, gynéco-obstétriciens et puis des professionnels spécialistes de la prévention du risque infectieux, donc les hygiénistes. L'idée, c'était vraiment d'élaborer des supports qui regroupent sur un même document les différentes recommandations en abordant à la fois les étapes du geste technique que vous maîtrisez bien et que nous maîtrisons moins, mais en incluant les mesures de prévention que nous maîtrisons, et pour redonner du sens à ceci. Donc, ceci a abouti à 2 fiches, une fiche repère et une fiche mémo, qui a fait l'objet de relecture par des professionnels gynéco, sage-femme et des professionnels de la PRI, donc prévention des risques infectieux, et puis une diffusion réalisée notamment grâce au réseau périnatalité de Normandie, dont certaines étaient membres du groupe de travail. Et vous avez ici pour mémoire les personnes qui étaient dans le groupe de travail initial et puis dans le groupe de travail final, puisque ça a été fait parallèlement malheureusement entre 2 vagues de Covid-19 et du coup on a dû s'adapter aux contraintes qui étaient celles de la situation de la Covid. Donc, vous avez ici la synthèse de ces 2 fiches pratiques qui sont disponibles sur notre site internet avec la fiche en 7 points. Donc, c'est les 7 points pour rappeler les prérequis incontournables, l'impératif qu'il n'y a pas d'antibioprophylaxie avant pose de DIU, c'est une question qui avait été posée. La nécessité des mesures avec masque à usage unique, la friction hydroalcoolique, le port de gants. Ensuite, l'étape numéro 4, le point numéro 4, la mise en place du spéculum, et puis la désinfection qui doit être réalisée avec 2 applications pour une durée de temps de contact au minimum de 60 secondes. Ensuite, hystérométrie, insertion du DIU, retrait du matériel, et puis l'étape suivante avec le retrait des gants. Le retrait des gants est suivi d'une friction hydroalcoolique, puis l'élimination des déchets, et bien sûr ensuite tout ce qui relève du contrôle et du suivi avec la traçabilité qui est ainsi présentée sur cette fiche synthétique qui rappelle donc les bonnes pratiques qui sont intégrées aux différentes étapes de la pause. Donc ça, c'est la fiche synthétique. Et cette fiche synthétique, notamment parce que nous avions dans le groupe des sages-femmes formatrices de l'école de sages-femmes, et il a été rappelé l'intérêt de rajouter des éléments explicatifs par rapport à ce pourquoi on met en place des mesures. Et donc, c'est ainsi précisé au niveau de cette fiche, dite fiche repère, avec, vous voyez ici, les modalités qui sont reprises avec l'installation de la patiente, la mise en place du port du masque, assez logiquement pour la prévention du risque de projection, donc de projection des gouttelettes respiratoires. Ensuite, la réalisation d'une friction hydroalcoolique, parce qu'avant de mettre des gants, on se doit de se désinfecter les mains. Ensuite, la mise en place de gants non stériles qui rentrent dans le cadre des précautions standards, parce que risque de contact avec les muqueuses. Ensuite, on est sur la désinfection cervicale avec l'application en 2 temps, conformément aux recommandations de bonne pratique. Et puis, la durée pour l'action de l'antiseptique, 60 secondes. 60 secondes, pourquoi? Parce que les normes auxquelles les produits antiseptiques passent, eh bien, sont garanties en termes d'efficacité de résultat si on a l'attente d'une durée de 60 secondes. Donc, 60 secondes, c'est à la fois court et long, mais c'est le temps requis pour avoir la garantie d'efficacité du résultat. Ensuite, il y a l'insertion du DIU selon les consignes du fabricant, le retrait du matériel, le retrait des gants, et puis parce que quand on retire les gants 1 fois sur 2, on se contamine éventuellement avec les gants qui ont récupéré éventuellement des agents pathogènes. Donc 1 fois sur 2, on se contamine. Et deuxième motif pourquoi on fait une hygiène des mains après le retrait des gants, c'est parce que bien sûr, quand on porte des gants, il y a une certaine macération et donc on augmente ainsi la multiplication bactérienne. Donc on fait une friction hydroalcoolique après le retrait des gants et ensuite ça se termine avec l'élimination des déchets et puis la partie contrôle est suivie. Donc ceci est disponible sur notre site internet.
Et sur notre site, vous pouvez aussi retrouver, pour rappel, une fiche comme ici sur la désinfection des mains par friction, qui rappelle les différentes étapes, puisque la désinfection des mains par friction avec un produit hydroalcoolique doit clairement être la mesure d'hygiène des mains à privilégier depuis les recommandations qui ont maintenant plus de 20 ans. Et à titre d'information, et parce que cela, a priori, je pense, vous concerne également, on a également des fiches sur la désinfection des sondes d'échographie endovaginales, avec les différentes mesures qui ont été, donc les différentes méthodes, avec la méthode par essuyage, la méthode par automate et la méthode par immersion, qui ont été réalisées dans le cadre du groupe de travail du réseau InterCEPIAS auquel le CEPIAS Normandie a participé. Et donc, ces différentes fiches sont disponibles sur notre site internet. Et au-delà de ça, pour nous contacter, si vous avez des questions, des interrogations relatives à la prévention des risques infectieux, eh bien, vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail. Nous avons une adresse commune pour l'ensemble de la région. Et puis, bien sûr, sur le site internet où vous pouvez retrouver l'ensemble des documents que je vous ai rapidement présentés. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible si vous avez des questions. Merci France. Alors, on va faire très rapidement parce que tout le monde consulte. Alors, à un moment donné, moi, je rajoute une question parce que je trouve qu'il n'y en avait pas assez. Élise, tu as dit qu'il fallait s'appuyer sur les infectiologues Ouais. pour les infections urinaires récidivantes. Et Oui. derrière, je connais ton intention de ne surtout pas trop envoyer les patientes vers les urologues. On n'a rien Pas en contre les premier. urologues, hein, mais en gros, là, le docteur Fio s'engage personnellement à laisser de la place dans son agenda de consultation pour vos patientes. N'hésitez pas. En fait, sans rire, comme tous les infectiologues sont en grande partie en médecine hospitalière publique, on a le temps d'interroger les patientes, comme je pense que vous faites vous également. Et c'est Non, peut-être pas nous, on toujours n'interroge le pas les cas. gens, bien sûr. Non, non, mais je veux dire, c'est pas toujours le cas peut-être de nos collègues chirurgiens. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup de patientes qui ont d'abord l'antibiotique et après un bilan de prévention ou un bilan étiologique, ce qui est peut-être pas très logique dans un principe. On a envie de dire qu'on a envie de savoir pourquoi elle fait des infections urinaires à répétition avant de mettre un traitement antibiotique. Et donc moi, souvent, je les arrête ou on rediscute en tout cas la place de ce traitement. Donc c'est pour Ouais, ça je que te j'avais dit charriais. plutôt un l'infectiologue et après l'urologue. Comment? Je te charriais, non, bien sûr. Oui, non, Mais mais c'est c'est que important parce que je pense comme on a qu'on. les patientes sur les bras et Ben que oui, les je sais bien, rendez-vous, bon, mais voilà, c'est c'est vrai pas toujours que. évident. Ouais, tout à fait. Donc Après, ça là, peut tu être un motif t'engages de pour ta secrétaire. consultation, je réponds aux questions du chat. On m'a dit, la dernière, c'était alors pas de CBU sur BU+, nitrite et leuco. Cela signifie que s'il y a un échec au traitement, on ne sait pas sur quelle bactérie on est parti à l'origine. Donc ma patiente, elle a Oui, 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 mais c'est vrai que alors ça, c'est dans la grossesse où vous avez vu, j'ai mis 6 échecs, on refait. Globalement, quand même, si vous avez un échec clinique après un traitement sur juste une BU, il faut faire le CBU. C'est-à-dire que même une cystite simple, si vous avez donné du Monuril comme c'est la recommandation et que, quelques jours après, malheureusement, l'infection revient ou en tout cas les symptômes reviennent, là, il faut faire un ECBU. Est-ce que c'était un germe résistant? Est-ce que c'était un germe particulier? Ça vaut le coup de recontrôler. J'avais une autre question, c'était sur d'où les l'intérêt probiotiques. d'où l'intérêt du travail en coopération si Ouais. l'antibiotique était livré sur une BU positive et que en fait il y a des signes, des critères d'exclusion qui sont extrêmement nombreux et sévères. Rapidement, hein, on se réadosse vers le prescripteur, donc professionnel de santé médicale, sage-femme ou médecin. J'avais une autre question sur la place des probiotiques et des manoses et cetera. Canneberge, oui, clairement. Alors, il y a pas que Canneberge. En fait, c'est dans les recommandations, c'est marqué que celle-là. Mais moi, j'ai plein de patientes, en fait, comme je vous disais, qui prennent des probiotiques, qui prennent du démanose, qui prennent d'autres choses qui ne sont pas des antibiotiques. Et si jamais ça marche, pas mal, il y a un herboriste à Rouen, mais je pense qu'il y en a pas mal aussi dans la région. Et ils ont quelques remèdes ancestraux, si je puis dire, et qui marchent très bien sans que ça soit vraiment démontré dans la littérature. Donc c'est pas dit dans la recommandation, ce que j'ai cité. Néanmoins, tant que ça peut diminuer en fait, la fréquence des infections, l'inconfort, l'anxiété, l'impact sur la santé mentale des patientes, c'est très bien et que Et on c'est pas achète des quoi, antibiotiques, on bien sûr. prend. Ouais. C'est ça que tu veux dire. Oui, bah, en fait, tant qu'il y a pas d'interaction médicamenteuse avec d'autres traitements, par exemple, qu'il y a pas de mise en danger, moi, j'ai pas forcément de restrictions, quant aux traitements, associés. C'est vrai que, il y a des patientes chez qui la canneberge fait très bien, d'autres pas du tout. En fait, il faut essayer. Par contre, c'est un coût, parce qu'en fait, le jus de canneberge, hein, qui est vendu en C'est grande ça surface, aussi le ça ne problème. marche pas
il faut l'acheter en fait en pharmacie avec vraiment des concentrés, plutôt que simplement dilués. Je pense aussi ce contrôle flash, par exemple. Moi, je rajouterais pour les probiotiques, et je vais parler à la place des infectiologues, un jour viendra, on pourra parler, et je pense ça va devenir au devant de la scène, hein, dans l'évolution de la lutte contre l'antibiorésistance. On parlera des gentilles bactéries, des gentils germes qui nous protègent et qui protègent justement ce microbiome. Bah, on en Mais parle comme vous déjà. l'avez, mais comme vous l'avez vu, le microbiome, pour l'instant, c'est un peu la découverte. On vient d'ouvrir la Ouais, porte. Donc, c'est ça. la bonne et simple raison qu'on ne vous parle pas aujourd'hui de recommandations sur les probiotiques, c'est qu'on n'y connaît que dalle. Et qu'en fait, principalement, moi j'aime beaucoup pouvoir m'adosser sur nos super pharmaciens quand ils connaissent bien les traitements, ils ont des formations. Et puis c'est vous aussi, les sages-femmes, qui nous apprenez souvent à rééquilibrer, hein, les fleurs, rééquilibrer les pH. Ça, c'est forcément, nous, on est à fond acheteurs de ce genre de traitement, dans la limite des moyens de la patiente, bien entendu. Ouais, c'est ça. J'avais une autre question. Que faire des ECBU contaminés à répétition? Alors je sais, il faut peut-être essayer de trouver pourquoi, essayer de voir comment la patiente fait son ECBU, essayer de bien lui expliquer, le premier jet. Alors c'est pas toujours facile pour les patientes enceintes si on voit pas ce qu'on fait ou encore même sur, les patientes âgées. La solution un peu invasive, hein, qui est pas forcément à recommander, qui serait éventuellement, un sondage aller-retour, ce qui est pas du tout à favoriser, ce qui est très difficile à mon avis en soins primaires. Je ne sais pas si, la personne qui m'a posé la question, Forcément. c'est Alexandra, je cite, hein, excusez-moi, Alexandra Delsaucion, je ne sais pas si vous voulez préciser à l'oral. Il y a une autre question peut-être en attendant. Problématique des biofilms au niveau urinaire également qui génèrent des excités à répétition. Tout à fait. En fait, il y a pas mal de travaux sur une internalisation, dans les cellules, de l'épithélium urinaire, en particulier vésical. En fait, Escherichia coli, sur certains types d'Escherichia coli, pour des infections urinaires à répétition avec le même germe, ça c'est important. En fait, on peut avoir des cytes à répétition et c'est pas toujours le même germe, donc le mécanisme est plutôt extravésical, peut-être de contamination digestive et cetera, et quand c'est toujours la même bactérie, on peut se poser la question, d'une infection chronique, des cellules de l'épithélium vésical et donc d'un traitement prolongé. Et en effet, en recherche fondamentale, on voit vraiment en microbiologie, en microscopie électronique, pardon, le colis qui est caché, dans, les cellules, de l'épithélium. Donc ça peut arriver, Que bien le, sûr. que le colis peut se prendre parfois pour un germe intracellulaire, quoi. C'est ce Ouais, que tu es en train de nous dire. exactement, exactement. Ah oui, Je donc ah, tout à l'heure, les ECBU contaminent à répétition sur une ouais, patiente ouais, enceinte j'ai malgré les vu. toilettes correctes. Alors, moi, je me souviens, je fais juste l'introduction, Élise, Mmh. d'un super formation que le chef de service avait fait, Manuel Etienne avait fait il y a quelques années, où il y avait aussi il nous avait donné des trucs et astuces pour repérer quelque chose qui est déjà problématique au niveau de la miction. On demande aux gens si la miction elle est en plusieurs temps et s'il faut pousser quand ils vont à la miction. Rien que ça, c'est déjà un gros red flag à problème et certainement c'est bu contaminé à répétition. Ouais. Alors c'est vrai que je sais pas trop, malgré toilette correcte, patiente, je pense que c'est le premier jet qui a pas été évacué, je pense. Alors après, on a vraiment objectivement des fois des infections polymicrobiennes, hein, ça peut arriver. Si c'est toujours les mêmes germes que vous retrouvez sur plusieurs de ces bœufs d'affilée, il faut se poser la question et à ce moment-là, demander au biologiste, de réaliser un antibiogramme. Alors j'ose le dire, on le fait des fois au CHU, un antibiogramme mélange sur les 2 germes par exemple, ou éventuellement un antibiogramme sur chaque souche bactérienne. Et toi, en consultation, tu ferais, si tu reçois cette patiente, par exemple, imaginaire, hein, mais Mmh, tu ferais un sondage aller-retour? non. On peut le Bah, faire en ville, hein, on c'est essaie faisable. Hein. d'éviter, hein. C'est quand même très invasif, c'est pas très agréable, en particulier enceinte. Sincèrement, Ouais. ça donne pas très envie comme ça. Donc non, on va essayer de trouver pourquoi. On va essayer de un peu que la patiente décrive peut-être, comment elle fait en fait, le CBU. Donc vraiment, est-ce que le premier jet a été évacué? Est-ce que, donc et la quantité? Parce que c'est pas juste le fait de faire 3 gouttes, que quand on a une cystite, c'est compliqué d'uriner beaucoup, mais néanmoins, vous avez vu le volume, hein, c'est une petite tasse, qu'il faut en fait évacuer. Ouais, c'est un expresso, c'est pas un ristretto de l'autoroute, en C'est Italie, ça, hein. C'est vraiment un bel expresso français, ouais. quoi. Il Donc y a à c'est, boire ouais, dedans. 100 ml. Mmh. Mmh. Il y avait une autre question qu'on a oubliée. Ah, Le savon, pardonnez-moi. c'est quoi le problème du savon sur, la En toilette, fait, avant le CBU? tu veux répondre, France, ou moi je peux répondre? En fait, c'est pas un Ah, vrai problème, c'est que ça sert à rien, en fait. c'est au-delà de l'acidification, Mmh. ça sert à Mmh. rien. Si Et ça une sert aussi à foutre le bordel dans le pH de la vulve et du vagin. Déjà dans un premier temps. France?
Tu veux, Oui, que le résultat, en fait, c'est avec ou sans savon, le résultat est, similaire. Donc, pourquoi rajouter un geste qui ne rapporte rien? Puisque quand on fait des mesures de prévention, c'est souvent déjà, contraignant et là, on met en place une mesure qui, au final, n'a pas prouvé son intérêt. Et qui peut avoir un désintérêt, si je puis me permettre. Oui, enfin voilà, c'est toujours pareil en fait, c'est de se dire on fait ce qui est nécessaire et suffisant et là, c'est pas nécessaire de C'est-à-dire désinfecter ou de mettre du qu'en savon. soi, c'est pas grave si on Non, utilise du pas du savon. tout, mais ça Non, a non, aucun Ça va intérêt. pas foutre le bazar dans le CBU, hein, c'est ce qu'on Non, veut dire par non, là. non, pas du tout. c'est juste on fait un geste qui est pas utile. Mmh. Après, il y a d'autres choses qu'on fait des fois qui sont pas utiles, mais ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas On si, espère que ce webinaire a été utile. docteur René voulait réagir, je possédais. Ah, il y a pas le son, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Excuse-moi. On n'a pas entendu, vous nous parliez, c'est ça Oui, bah, je disais s'il y avait des questions de votre part, si vous aviez des commentaires, Non, pas du parce tout. qu'on a déjà dépassé d'1 quart d'heure. Oui, on a le sujet par contre du prochain webinaire, donc ça c'est plutôt Ah pas OK. mal. Ah d'accord. Voilà, un grand merci à toutes les équipes, hein. C'est vrai que c'était clair, précis et je pense que ça a dû être apprécié par tout le monde. Donc Mais je on pense qu'on va fera peut-être ouais, qu'on fera peut-être un petit questionnaire oui, de décision, «satisfaction» entre guillemets, enfin bien voir un sûr, peu, le format, voir un peu, je pense qu'on puis, éventuellement aussi n'hésitez pas à, je pense qu'on vous lancera peut-être grâce à vous aussi, pour le web enfin pour le e-learning si c'était intéressant ou pas, si ça peut intéresser, tout à fait. certains. Donc on va relayer tout ça sur notre site internet, hein, au niveau du replay et puis aussi les liens pour accéder justement à Normes Antibio et puis CEPIAS. Mmh, Voilà, plein d'infos, plein de ouais. transversalité, donc c'est super, c'est ce qu'on aime. Je Merci crois qu'il y a un beaucoup. autre sujet, hein, infection génitale basse. Je sais pas si c'est ce que vous aviez, auquel vous avez pensé, mais Ah bah, il y a aussi le CMV qui va arriver, donc deux Ouais, le webinaires, CMV. génial, c'est top. N'hésitez vraiment heu, pas sur le e-learning, il y a des super lots à gagner, hein. Et c'est pas Ouais, un bah, voyage pour 2 personnes à Darnétal, hein. on va une démarrer journée avec le docteur Massic, c'est ça? Non, 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 non. On m'a dit, c'est la fin du webinaire donc, bah, écoutez, merci beaucoup. S'il y a pas d'autres questions, je pense on va clôturer. très bien, Et on va c'est retourner parfait. Bonne consulter. Voilà. bonne journée à tous. Bon Merci courage beaucoup. à Bonne tous et journée. à toutes et un grand merci pour votre participation à tous. Au Au revoir. revoir. Au Bon revoir, Merci, merci. au après-midi. revoir. Au revoir.